Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde où on va parler des lieux événementiels au service de l'engagement. Moi je suis Marion, je suis leader chez OnePoint Live, donc la partie événementielle du groupe OnePoint, entreprise de conseil, et je suis accompagnée de 4 magnifiques intervenants. Claire Schwartz, qui est responsable de l'engagement et qui est en charge de la mission chez Château Forme. Loubna Méliane, qui est leader égalité et pluralité chez OnePoint. Elle pilote la stratégie autour de tout ce qui est inclusion et diversité. On a Bertrand, qui représente la jante masculine, qui est président des Fontaines, situé à Chantilly, un espace 100% dédié aux événements B2B. Et Claire Cibois, donc deux Claires pour la table ronde. Claire Cibois, qui est responsable commerciale de l'écosystème Darwin à Bordeaux. Alors quand on m'a appelée pour me proposer, donc merci Delphine, de modérer autour de ce sujet, je me suis dit finalement ça veut dire quoi en fait un lieu événementiel engagé ? Donc j'ai un petit peu réfléchi. Et puis finalement, je me suis dit que c'était un lieu qui allait au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire en démarche RSE traditionnelle. Un lieu avec des véritables convictions, des partis pris forts et qui a un enjeu, en tout cas un souhait, d'avoir un véritable impact positif. Donc l'idée d'écouter et de partager les expériences des uns et des autres, c'est de venir nourrir ce sujet, puis on verra si la conclusion est bien alignée avec ma première idée. Je vais laisser la parole à Claire pour commencer, Claire Schwartz, du groupe Château Forme, qui va nous parler un petit peu plus précisément du projet Régène Ronqueux chez Château Forme. Et l'idée, c'est que tu partages en quoi ce lieu est un lieu plus qu'engagé. Alors bonjour à tous. Effectivement, le lieu Régène Ronqueux est un lieu d'expérimentation pour le groupe Château Forme. Je vais supposer que vous savez à peu près ce qu'est Château Forme, donc une série de lieux qui accueillent des séminaires. Et on a décidé, dans le cadre de notre mission, puisque nous sommes société à mission depuis 2022, de dédier un de nos lieux pour en faire un laboratoire de notre mission dans un premier temps. Et en fait, on s'est dit, on veut aller au-delà, on veut pousser les curseurs de la mission au plus loin et même encore au-delà pour atteindre, en tout cas à terme, le régénératif. Et pour ça, on s'est inspiré des travaux qui ont été faits sur ce sujet-là. On s'est formé à la Butterfly School de AXA Climate pour justement repenser le lieu, pour en faire un lieu profondément engagé. Même si évidemment tous nos lieux ont une démarche qui va très loin, mais là c'est repenser dans le fond toute l'expérience et aussi potentiellement à terme les contenus et accompagner nos clients dans la conception de leur séminaire. Donc un lieu engagé, et ce lieu-là en particulier, on l'a structuré pour l'instant autour de 3 engagements. Le premier, qui est le plus basique, auquel on pense naturellement quand on pense à un lieu engagé, c'est déjà la réduction des externalités négatives au seuil incompressible. Ça, c'est la base. C'est ce qu'on fait partout, en tout cas qu'on tente de faire dans chacun de nos lieux. Et dès qu'on a une démarche RSE, l'idée c'est de viser le zéro déchet, de viser la réduction de l'empreinte carbone au maximum. Donc toute cette démarche, c'est, on va dire, un petit peu la base d'un lieu éco-responsable. Dans ce lieu-là, à Régène Ronqueux, on veut aller encore plus loin en proposant, en créant les conditions de la reconnexion au vivant, à soi et aux autres. Et donc c'est là qu'on intervient dans le contenu du séminaire, puisqu'il faut que dans l'événement, dans le séminaire, le client ait du temps à dédier justement à la reconnexion au vivant. On a un potager et on a une maraîchère sur place qui est salariée de l'équipe et qui prend plaisir à expliquer sa démarche, à expliquer, c'est du maraîchage bio, donc à expliquer l'agriculture bio, à parler, à faire déguster aussi les produits qui sont produits dans les serres. Et donc voilà, qu'on ait aussi un temps dédié à une discubalade, par exemple. Donc une discubalade ou une balade méditative, c'est un temps qu'on va organiser avec le client pour qu'ils aillent se promener en forêt, le chemin est tracé, et que soit on discute entre collègues pour justement se connecter à l'autre, se découvrir, soit, et ça c'est vraiment chouette, le faire en silence, carrément, pour se reconnecter à ce qu'on entend, au bruit, aux oiseaux. Et ça c'est quelque chose, quand on est
parisien en particulier, qu'on n'a pas toujours l'occasion de faire. Donc ça, c'est la deuxième promesse, c'est la reconnexion au vivant. Et puis, le troisième enjeu, et qui là est de l'ordre du régénératif, c'est créer des relations vivifiantes avec notre écosystème, nos parties prenantes du vivant, humain et non humain. Et donc là, l'idée, c'est de se dire comment on découvre le territoire dans lequel on est implanté, comment on s'intéresse profondément aux besoins de ce territoire, que ce soit la collectivité, les associations, l'hôpital, nos voisins, les fournisseurs, mais aussi le vivant. On est dans la vallée de Chevreuse, donc quelles sont les espèces qui se trouvent là et comment faire pour que notre présence ici ait un impact positif sur ces parties prenantes. Et donc là, ça va passer évidemment par le développement d'achats locaux, on a des talents qui sont en contact avec le centre de loisirs du village pour imaginer une activité pour les enfants du village dans les serres, pour qu'ils puissent découvrir le maraîchage, faire des petites plantations et puis revenir pour voir l'impact. Donc l'idée, c'est ça. On a des échanges avec un foyer pour personnes autistes qu'on envisage d'intégrer dans l'équipe pour des petites tâches ou même leur ouvrir l'accès au parc pour qu'ils puissent en profiter. Donc l'idée, c'est de se dire comment je repense mon lieu pour que si j'étais pas là, il manque quelque chose à l'écosystème. Donc voilà un petit peu la démarche pour le lieu. Et juste pour finir sur les lieux engagés, pour moi, il y a deux autres choses qui sont extrêmement importantes. C'est vraiment de penser son lieu au service du message de l'événement. C'est-à-dire qu'en fait, si le lieu n'est pas cohérent avec le message qui veut être passé par le client, en fait, là, tout le message peut s'effondrer. C'est-à-dire que c'est à nous de montrer et de nous intéresser à ce que nos clients viennent faire chez nous pour pouvoir leur montrer et pouvoir leur dire très bien, vous avez ce sujet-là que vous voulez aborder, l'inclusion, nous, voilà ce qu'on fait sur le sujet, pour qu'il y ait un écho et une cohérence. Et je vous donne un exemple qui malheureusement nous est arrivé, donc on ne nous y reprendra plus. C'était pas à Régène-Ronqueux, mais un client qui fait un atelier fresque du climat, et derrière, il y avait du bœuf. Et c'est bête, mais là, on aurait dû poser la question. Donc maintenant, c'est bon. On ne fait plus l'erreur. Quand il y a des fresques du climat, on fait du poulet ou végétarien. Non, mais voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, effectivement, du coup, les participants n'ont pas compris. Enfin, je veux dire, et c'est OK que parfois on fasse des barbecues. Je veux dire, chez Châteauforme, il y a des barbecues. Mais simplement, on le fait quand le client, il ne parle pas de climat. Donc ça, c'est la première chose. Et puis enfin, la dernière chose, dans un lieu engagé, c'est indispensable que l'équipe soit impliquée. Nous, on l'a vu, le projet, il a décollé quand l'équipe, elle a compris le projet, elle a compris le régénératif et elle a pu faire preuve de créativité. Et c'est eux, c'est les talents qui ont décidé de contacter le centre de loisirs en disant ça nous ferait plaisir de les accueillir. Donc une équipe engagée, parce que si c'est pas incarné, ça ne marche pas. Voilà. Merci Claire. Je donne la parole à Claire Cibois qui, elle, va nous parler, nous exposer le projet Darwin, un écosystème à Bordeaux. L'idée, c'est de nous dire l'initiative, la genèse du projet et quelle est sa mission et son objectif. Alors bonjour à toutes et à tous. On partage beaucoup de choses avec Claire. Je t'ai beaucoup écouté. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont être un peu redondantes, donc j'en parlerai un peu moins. Mais donc Darwin, c'est un écosystème qui est donc basé sur la rive droite de Bordeaux. Un écosystème parce que à l'intérieur se mêlent plusieurs activités. Des activités économiques. On a 8000 m² dédiés au coworking où on accueille beaucoup d'entreprises qui sont issues de l'ESS, entre autres, ou entreprises à mission. On accueille également des associations. On accueille également des associations sportives. On a notamment un des plus grands skate clubs de France avec presque 6000 membres. On a une ferme urbaine, puisque l'idée était de montrer un peu comment on pouvait faire ville autrement. Donc une ferme urbaine avec uniquement des produits bio. On accueille également un lycée de pédagogie alternative qui est parrainé par Edgar Morin, où on accueille 45 élèves, donc de la seconde à la terminale, et pour la plupart qui étaient en échec scolaire ou avec des parcours assez particuliers. On accueille également des ateliers, beaucoup d'événements. On organise à peu près entre 250 et 300 événements par an qui sont soit produits entièrement par Darwin et l'agence événementielle Métamorphose, soit qui sont proposés par des clients qui viennent s'inspirer, on va dire, de ce lieu et qui souhaitent organiser un événement plus éco-responsable à Darwin. L'idée du projet est issue d'entrepreneurs bordelais qui cherchaient à créer un lieu de coopération donc entre
entre ces différentes activités, qui soient à la fois des activités associatives, économiques, comme je disais tout à l'heure, mais d'aller vraiment au bout du projet. Donc effectivement, comme le disait Claire, l'idée c'est vraiment de concevoir la structure de façon la plus écologique possible, la moins énergivore possible. Et donc tout a été pensé dans ce sens. Déjà, ce sont d'anciens bâtiments. C'est une ancienne caserne militaire qui était en friche depuis 2004, fin des opérations militaires et autres, et donc était à l'abandon. Et pour la petite histoire, le permis de construire était signé, donc ça allait être complètement détruit, en sachant qu'on a 4 très beaux bâtiments, du coup, qui font 2000 m² de surface au sol, avec des étages. On a réussi à sauver ces bâtiments-là, et donc on les a réhabilités à haut standard écologique. Donc tout a été pensé pour que l'opérationnel soit la plus écologique possible. Donc dans les détails, on a repris par exemple le bois de charpente qu'on a transformé en mobilier pour le restaurant. On a installé des panneaux solaires sur une grande partie des toits. On a installé des réservoirs d'eau qui permettent de récupérer l'eau de pluie et d'alimenter les toilettes, d'alimenter la ferme. Et puis les activités se sont développées petit à petit. On a commencé par du coworking puisque c'était l'idée de base. Ensuite, très vite est venu l'événementiel, puis le restaurant. Donc on a un des plus grands restaurants bio de France. On sert 350 couverts en moyenne par jour, 350 couverts pour des gens qui travaillent dans la bio. Je pense que vous mesurez le challenge parce que la filière est pas facile et on ne part que de produits bruts. Donc on est à 98% bio et 75% en produits à moins de 150 km autour de chez nous. Donc voilà, on partageait ce qu'on disait tout à l'heure avec une forte tendance végétarienne. Maintenant, l'idée aussi de Darwin, c'est de montrer qu'on est capable de faire de l'écologie. Alors on dit souvent de l'éco-joli, c'est-à-dire de montrer qu'on peut faire de l'écologie tout en étant à la fois confortable, joli, agréable, que c'est pas si compliqué que ça finalement, et puis sans être non plus stigmatisant. On ne veut pas imposer aux gens d'être végétariens. On peut aussi avoir envie de manger de la viande de temps en temps, mais c'est de la consommer peut-être mieux, d'éviter le bœuf, d'éviter les petits animaux, d'éviter, enfin voilà, qu'on garde quand même en tête que ce que l'on fait, on le fait avec ça a un impact et qu'on le fasse en toute conscience. Voilà, je rejoins aussi complètement ce que disait Claire sur les équipes, parce que donc ces fondateurs de Darwin, dont Philippe Barre fait partie et qui incarnent, on va dire, le lieu, peuvent avoir toute la meilleure volonté du monde. Si les personnes qui sont derrière à l'opérationnel ne partagent pas cela, malheureusement, on ne va pas au bout et on se bat contre des moulins à vent. On a aussi la question des clients, des gens qui viennent, des usagers, parce que donc ce lieu accueille à peu près 1 million de personnes par an. On a à peu près 1000 personnes par jour qui viennent au quotidien, donc entre les coworkers, les usagers, les gens qui viennent chercher leur pain, les gens qui viennent manger une salade au restaurant, les gens qui viennent au skatepark, on a des naturopathes, des thérapeutes, on a vraiment pas mal de personnes qui accueillent du public tout au long de la journée, et donc en plus avec les événements, on a 1 million de personnes. Donc si on n'embarque pas à la fois les équipes et les usagers qui viennent au quotidien à Darwin, finalement notre projet aboutit mais à moitié. Et pour ça, on a des études d'impact qui sont faites régulièrement. On en a fait une notamment il y a 2 ans sur l'impact territorial. Et grâce à tout ça, on a pu voir qu'on émettait 6 fois moins de gaz à effet de serre qu'une structure équivalente en France. Donc on se dit que tout ce qu'on fait, c'est très bien. On a pu aussi voir que parfois, on était un peu moins bon que les années précédentes. Donc ça nous permet aussi de nous rechallenger régulièrement, parce qu'on n'est pas parfait. On n'est ni donneur d'ordre, donneur de leçons, ni exemplaire. Et donc c'est hyper important de se challenger au quotidien et de voir ce que l'on peut faire de mieux encore et toujours. Merci, il est clair. Bertrand, j'aimerais que tu nous partages tout, toi au niveau des fontaines, quels sont les engagements concrets que tu prends, parce que c'était pas, à la base le lieu existait déjà avant toutes les démarches RSE, et tu as su mettre la RSE au cœur de la logique aussi bien de budget, de rentabilité et même des choix de direction que vous prenez. Donc est-ce que tu peux nous dire concrètement, ça veut dire quoi aux fontaines l'engagement ? Alors, tout d'abord, les fontaines, c'est comme Château-Fort, mais en moins bien. Okay, je ne vais pas avoir de problème. Vous êtes nombreux, je ne vais pas avoir de problème. Voilà. Donc, en fait, c'est un site qui se trouve à Chantilly, qui est un grand site puisqu'il y a 300 chambres, il y a 60 salles de réunion, il y a un auditorium, il y a un parc de 50 hectares. Et effectivement, c'est un site qui existe avant la RSE, puisqu'au départ, c'était un château Rothschild du 19e siècle. Et c'est un site qui est devenu un lieu événementiel d'entreprise depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Mais dès le départ, en fait, même si ce n'est pas un lieu HQE, c'est un lieu qui a été
assez sensibilisé sur la partie environnementale. Parce qu'en 2008, par exemple, on a refait la climatisation. On a refait la climatisation en utilisant la géothermie. Je pense qu'aujourd'hui, la géothermie, tout le monde sait ce que c'est à peu près. En 2008, on ne savait pas ce que c'était, hein, la géothermie. Donc, dès le départ, il y a eu cette ambition-là. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai une conviction personnelle, déjà, c'est qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on soit engagé très fortement dans la RSE, avant même que les choses soient plutôt assez à la mode. Globalement, l'idée, c'était de dire qu'il faut qu'on ait une direction RSE qui soit assez forte. Nous, on est une petite équipe. Pour autant, le directeur des opérations, donc qui est au niveau du comité de direction, a la responsabilité de la RSE. Et les sujets peuvent être traités directement avec moi. Alors pourquoi ça peut être traité directement avec moi? Parce qu'en fait, je pars du principe que si vous voulez faire bouger les choses, il faut innover, il faut changer 2-3 équilibres, et en général, on n'aime pas le changement. D'accord? Donc si jamais, au niveau de la RSE, on est au même niveau que tout le monde, bah souvent on perd la bataille. Là, l'idée, c'est que je tranche en dernier ressort. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est qu'on parlait là du bœuf, etc., des barbecues. Bon, quand on fait notre bilan carbone, on se dit un axe majeur en fait pour progresser encore, c'est de décarner le plus possible les menus. Donc j'ai commencé à lancer le projet qui était de dire on enlève la viande rouge au moins un repas sur 3. Je n'étais pas hyper ambitieux, hein. Un repas sur 3, d'accord? Vous n'imaginez pas les semaines de discussion et de négociation que j'ai dû avoir avec mon équipe. Je ne parle même pas des clients, hein. Je parle juste de mon équipe, là, qui ne voulait pas, qu'il fallait convaincre. Et au bout d'un moment, à partir du moment où la RSE dit l'emporte surtout, parce que c'est le chapeau, on a dit c'est comme ça et c'est pas autrement. J'aime pas trop à la fin de faire ça, mais après les discussions, j'ai dit bah, c'est comme ça et c'est pas autrement, et on va le mettre en place de telle manière, bah, les choses roulent. Et après, on explique notamment aux équipes commerciales, aux équipes de chefs de projet, quel est le bon niveau de discours, et on essaye de convaincre tout le monde. Mais comme tu le disais, si on n'embarque pas les équipes, à un moment donné, ça ne marche pas. Donc ça, nous, c'est vraiment un point qu'on a mis assez haut. Et puis après, derrière, du coup, ça se décline en plein d'objectifs assez classiques. Alors, la RSE, il y a toute la partie écologique dont on a parlé, mais je ne vais pas revenir dessus parce que bon, on fait comme tout le monde, on essaye de le faire bien, on est très investi depuis longtemps, notre bilan carbone a baissé de 40% depuis 10 ans, notre consommation d'énergie a baissé de 50% en 10 ans, ce qui est quand même pas trop mal. Mais donc il y a tous ces engagements RSE au niveau de l'environnement, assez classique. Après, il y a un autre point qu'on est en train de développer pas mal en ce moment, c'est tout ce qui est autour de la biodiversité. Alors la biodiversité, on a la chance, nous, d'être sur un site d'une 60aine d'hectares. Et en fait, mon équipe m'a dit qu'il faudrait qu'on fasse un bilan et un audit sur la biodiversité. Bon, très franchement, je leur ai dit, ok, allez-y, parce que je les laisse faire hein, au départ. Ils me proposent des trucs, ils ont réfléchi au sujet, je les laisse faire, je le regarde. J'ai été bluffé par l'audit. Pour moi, en tout cas, ça a été une prise de conscience complètement incroyable, où on a eu un audit de la faune et de la flore, où on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'espèces qui n'étaient pas des espèces protégées, etc., mais des espèces plutôt rares, et qu'on pouvait se faire un devoir de protéger, en tout cas sur notre site. Donc voilà, il y avait quelques races de chouettes qui étaient assez particulières, on avait des essences d'arbres dont je ne suis incapable de vous citer le nom latin, mais qui sont absolument remarquables et qu'on se doit de protéger. Et puis, je vais vous donner juste un petit exemple. La personne qui a fait l'audit me dit et puis, vous avez aussi cette fleur-là, je ne sais plus le nom, hein, donc pareil, un nom latin très compliqué, mais ça, il faut vraiment la garder. Et je dis mais pourquoi? Il me dit parce qu'en fait, c'est ce dont se nourrissent les chenilles qui deviennent les papillons. Donc, si vous coupez cette petite plante qui est complètement anodine au bord du lac, et bien derrière, vous n'avez plus de papillons. Voilà. Donc c'est une espèce de prise de conscience de la chaîne de valeur totale de tout ça. Et ça, je trouvais ça intéressant. Donc là, on a fait l'audit, on a mis en place un certain nombre de mesures pour protéger ça. Par exemple, aujourd'hui, on a un lac, on n'a aucune activité de team building sur ce lac, voilà, pour protéger toute la biodiversité. On recommande aux gens, à nos participants, de ne pas trop aller se promener au bord du lac pendant une dizaine de jours au mois de juin, parce que c'est le moment où il y a la reproduction des grenouilles. Et c'est le moment où il y a tous les petits têtards en fait, qui franchissent le lac pour aller autre part. Et vous avez l'herbe qui grouille. Donc on se dit, n'allez pas dessus parce que vous allez tout écraser. Voilà, ce genre de petites choses-là, moi qui personnellement rendent mon quotidien beaucoup plus agréable. Parce que je trouve ça très amusant.
Un peu de légèreté. Mais merci en tout cas pour ce partage. Je vais donner la parole à Lumna, qui, elle, Lumna, va nous donner un peu plutôt qu'est-ce qui se passe sur le volet S de la RSE, Oui, c'est ce tous que les j'étais en sujets train autour de l'égalité et de l'inclusion. À travers du coup tes actions tangibles que tu mets en place chez OnePoint, et même si tu peux nous donner un peu des exemples sur comment tu portes ta voix de manière encore plus forte à travers des événements. Alors, bonjour. Donc, moi, je suis Lumna, donc je suis responsable inclusion et diversité chez OnePoint depuis maintenant 8 ans. Alors, OnePoint, on accompagne nos clients dans toute leur transformation. Je viens pas du secteur de l'entreprise privée. Moi, j'ai fait une bonne partie de ma carrière professionnelle dans des associations antiracistes et féministes. C'est important de le dire parce que je pense que moi, je suis plutôt une femme d'action et je suis très tournée sur l'humain. Et c'est une des particularités de OnePoint, c'est qu'on met l'humain au centre de toutes nos préoccupations. Donc, depuis maintenant 8 ans, je pilote cette mission avec une autre particularité, c'est qu'il n'y a pas d'équipe dédiée en tant que telle. Pour le coup, on arrive à embarquer l'ensemble, une bonne partie de nos collègues sur ces sujets parce que ça crée aussi de l'appropriation et de la responsabilisation sur des sujets comme l'égalité professionnelle femmes-hommes, sur les sujets LGBT ou sur les questions liées à l'handicap. Et surtout, ça crée aussi un espèce de collectif avec des valeurs très fortes auxquelles on est tous et toutes très sensibles. Et quand je suis arrivée chez OnePoint, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les espaces. C'est vrai qu'on a des espaces qui sont impressionnants. Moi, j'avais une image un peu caricaturale de l'entreprise avec des bureaux, des ordinateurs. Alors, il y a toujours des ordinateurs, hein, c'est pas le sujet. Mais chez nous, il n'y a que 3 niveaux hiérarchiques. Et pour permettre aux gens de communiquer et de travailler ensemble, les espaces sont capitaux. Parce que ça crée la possibilité de discuter, d'être dans des espaces où on se réunit pour aller manger, pour travailler dans un petit endroit et qui permet de créer des connexions. Et donc ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Et alors, pour parler d'événementiel, parce que ça, c'est important, là, dans quelques jours, mardi, on va mettre en place la 3e édition d'une initiative qui s'appelle Chemin d'avenir, qui est une initiative qu'on mène depuis 3 ans en partenariat avec le rectorat de Paris, pour aller sensibiliser les jeunes filles et les jeunes garçons, mais les jeunes filles en particulier, sur les métiers du numérique, puisque comme vous le savez, hein, on est sur un secteur d'activité où on manque cruellement de femmes. Chez nous, c'est 34% de nos effectifs, ce qui n'est pas trop mal, puisque quand vous allez dans les écoles d'ingénieurs en informatique, elles sont 18 ou 19%. Et donc, on s'est dit, il faut aller les sensibiliser dès le collège. Et donc, on reçoit des 4e et des 5e dans nos espaces. On les fait jouer. J'ai des collègues qui ont carrément créé un jeu qui s'appelle... Alors, ce n'est pas la fresque du climat, c'est la fresque de l'équilibre harmonieux. Donc, c'est une enquête. C'est un jeu de cartes. On les renvoie dans un futur... j'arrive jamais à le prononcer. Merci. Où le monde est technologie, mais il n'y a plus de femmes. Et donc, on leur demande de revenir 30 ans en arrière et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc il y a des suspects, ils mènent une enquête et au sortir de cette enquête, ils sont en mesure de pouvoir proposer des solutions. Donc ça, c'est mes collègues qui ont inventé ce jeu et je trouve ça extraordinaire d'avoir des gens qui ont une capacité à faire jouer les enfants, mais sur des vrais sujets de société. Et ce qui se passe pendant cette journée, c'est qu'ils sont impressionnés par les lieux. Pour eux, comme pour moi, ils ont une image assez caricaturale de l'entreprise. Et quand ils arrivent dans ces espaces, alors à Paris, on a de la chance parce que c'est une architecture Eiffel, c'est extraordinaire avec un rooftop qui doit faire au moins, je crois, 200 mètres carrés, si je dis pas de bêtises, avec une vue sur la Tour Eiffel pour des gamins qui viennent de ZEP, qui s'imaginent que c'est pas accessible pour eux en plein 16e arrondissement. Je trouve que ça permet de leur dire tout est possible en fait, d'ouvrir un peu leur chakra et de dire oui, vous avez toute votre place dans une entreprise comme celle-ci, au contraire, et avec bien évidemment une attention toute particulière à l'égard des jeunes filles, même si on nous dit toujours à chaque fois mais c'est une initiative plutôt sur la féminisation des métiers du numérique, mais pourquoi il y a des garçons ?
Parce qu'en fait, ces garçons, c'est aussi des ambassadeurs. Ils ont des sœurs, ils ont des cousines, ils auront peut-être des petites copines. Et pour nous, c'est aussi des porte-paroles pour leur dire, c'est des métiers qui sont faits pour vous. L'après-midi, il y a des rôles modèles, des femmes du secteur qui viennent raconter leur métier. Et l'après-midi, ils font un goûter avec des étudiantes qui ont choisi cette voie, parce qu'on trouve qu'il y a une forme de proximité d'âge entre les étudiants et les collégiens. Et puis, c'est des moments un peu informels. Et ils sont hyper ravis parce que l'endroit est dingue, l'accueil est hyper chaleureux. Et surtout, ils se disent, moi, j'ai envie un jour, pourquoi pas, de me retrouver dans cette entreprise. Donc voilà, sur une des initiatives, il y en a beaucoup d'autres. Ces espaces, ça nous permet de créer beaucoup de liens. Ça nous permet de nous réunir dans des conditions qui sont quand même assez exceptionnelles. Ça nous permet de créer aussi un collectif. Ça nous permet aussi de nous dépasser. Ça nous permet d'être... Voilà, il y a beaucoup d'œuvres d'art chez nous, beaucoup d'art. Et l'art, c'est important, le beau. On n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qui vous permet d'arriver au moins au boulot avec le sourire, de vous dire, vous êtes dans un endroit où vous avez envie de le respecter, puis vous avez donc envie de respecter les gens qui sont à l'intérieur aussi. Surtout quand vous êtes dans une entreprise, il y a beaucoup d'hommes. Ce sentiment un peu d'insécurité pour certaines collègues, il est quand même assez présent. Et d'être dans cet endroit qui est juste impressionnant, ça crée vraiment du lien et ça donne envie de se dépasser tous les jours et d'être hyper performant aussi pour nos clients, mais pas que, parce qu'on a un laboratoire, on expérimente en interne et tout ce qu'on est en mesure aujourd'hui de proposer pour nos collègues sur les sujets d'égalité et de pluralité, on le propose aussi à nos clients. Moi, aujourd'hui, je passe pas par des prestataires. Toutes les initiatives, toutes les formations qu'on met en place, elles sont créées par mes collègues. Là, on vient de mettre en place une formation immersive sur l'égalité professionnelle femmes-hommes. En fait, c'est un e-learning et vous vivez la vie d'une femme de sa naissance jusqu'à sa retraite, donc à travers les yeux de Sarah, pour montrer que justement les discriminations, les inégalités hommes-femmes, c'est systémique et ça démarre dès la naissance. Mes collègues ont fait un travail tellement exceptionnel que quand on l'a montré à mon patron, qui est notre DRH et également directeur général Mathieu Fouquet, a dit mais ça il faut le proposer aux clients, c'est extraordinaire, c'est d'une qualité impressionnante, avec on a vraiment le sentiment d'être Sarah et en plus ce qui est intéressant au-delà même de l'aspect visuel, c'est l'aspect ressources, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas d'être dans une opposition, c'est de parler de choses extrêmement factuelles. Et donc, cette formation, elle est sourcée. La moindre virgule, le moindre mot, vous cliquez sur un petit i qui vous renvoie sur des articles, des rapports, des enquêtes, pour expliquer que, voilà, c'est pas... alors, moi, je me définis comme féministe et j'ai aucun problème à le faire, mais je sais que pour certaines collègues, ça donne le sentiment comme si on était... Voilà, on va nous faire un traitement de faveur. Et alors, là, je trouve que cette formation, elle est intéressante parce que justement elle montre une réalité qui parfois on veut pas la voir ou parfois on s'imagine que on est en 2025 c'est réglé alors qu'on voit bien le retour des conservateurs, le retour aussi des masculinistes. On a une génération de jeunes qui considèrent que la femme c'est encore sa place c'est encore à la maison, c'est à elle de s'occuper des enfants quand la maternité et la parentalité arrivent et donc je trouve que c'est intéressant de pouvoir être sur des choses très factuelles, avec des chiffres, avec de l'analyse, et d'essayer d'embarquer aussi avec un côté empathie, se mettre à la place d'eux. Ça, c'est essentiel, et c'est ce qu'on essaye de faire à travers toutes ces initiatives. J'espère que j'ai pas été trop longue, mais dès que je suis lancée sur le sujet... On est presque bien, Lumna. Mais merci en tout cas pour l'illustration, et ça nous donne vraiment la vision de ce qui se passe pour des collaborateurs dans une entreprise, avec une entreprise engagée sur ces sujets. Maintenant, si on peut passer peut-être plutôt côté client, moi, j'aimerais vous entendre sur, est-ce que vous pensez qu'un lieu engagé ou l'engagement d'un lieu est un critère de choix pour un client? Est-ce qu'il nous choisirait plus si on est un lieu engagé? Claire? Claire? Bertrand aussi, vas-y, je crois que vous avez une réponse. Non, mais... Vas-y, Bertrand. Ouais, C'est très bien, après l'intervention de Lumna, de prendre la parole. Voilà, c'est ça, je vais mettre un peu de légèreté. Non, mais juste... ceux qui me connaissent un peu savent que je ne suis pas tellement politiquement correct. Donc globalement, moi, rarement mes clients nous disent qu'ils nous choisissent en premier parce qu'on a un lieu engagé. Donc non. Donc c'est non. Quand on leur dit, ils nous disent « Oh, ouais, c'est chouette, c'est bien ». Et ils me disent, ils nous disent voilà, on va le mettre, ça sera bien pour notre engagement RSE, pour notre rapport annuel. Voilà, c'est un petit plus, mais vraiment à la fin. Mais en tout cas, c'est pas le driver principal. L'an dernier, moi, j'ai eu un événement
Vraiment un événement majeur qui a été organisé, on a été choisi parce qu'on était un lieu engagé. Voilà, et tous les gens sont venus en train du nord de l'Europe, etc. Mais 1 sur 250. Hein. Voilà. Sinon, le reste, ils sont contents, mais c'est pas la raison principale pour laquelle nous choisissons. Ça reste un bonus. Oui, Claire. L'éclair. Je suis totalement d'accord. Et en même temps, je pense qu'il y a des clients qui peuvent ne pas nous choisir parce qu'on n'est pas engagé. Enfin, à l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'on se coupe d'une part, d'un certain nombre d'entreprises qui nous regardent même pas parce que dans leur tête, on n'est pas engagé. Et donc nous, c'est ça qu'on a envie de travailler à Régène Ronqueux, c'est dire, bon, oubliez la fausse image que vous avez, hein, parce qu'on est quand même société à mission, donc tous nos lieux sont supposés être engagés et le sont. Mais bon, admettons que vous ayez cette idée. Dans ce lieu-là, on va vous prouver notre sincérité, on va vous prouver nos engagements, vous les démontrer, vous allez pouvoir nous challenger aussi, parce qu'il faut impliquer les clients, parce que ceux qui ne viennent pas parce qu'ils sont trop engagés, entre guillemets, ou très engagés, c'est aussi ceux qui peuvent nous faire grandir. Et donc il faut leur ouvrir la porte, s'adapter aussi à eux pour créer une réciprocité et que eux nous enrichissent parce que on a aussi beaucoup de choses à apprendre des entreprises qui sont très engagées. Donc nous, on a envie quand même de les accueillir. Alors nous, quand on arrive à Darwin, on a du mal à imaginer que quand on vient à Darwin, c'est pas un lieu engagé. Donc on n'a pas cette question-là. Effectivement, nous, je dirais que peut-être 60% des événements qu'on organise sont des événements engagés. Après, on a d'autres événements avec des entreprises, notamment des séminaires qui viennent en venant à Darwin, et que là, on a un autre travail, c'est de les convaincre. De leur montrer qu'en fait on peut faire un salon sans avoir les traditionnels kakémonos qui finissent à la mer à étouffer des tortues, enfin j'exagère mais pas tant que ça, qu'on peut aussi se passer de la moquette dans les salons, enfin, parce que c'est vrai que la question aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on fait les choses mieux, mais en fait nous on leur montre qu'on peut faire juste différemment et que ça se passe très bien, et donc du coup voilà, donc c'est pas forcément enfin nous la question se pose différemment, c'est-à-dire que bien souvent quand les gens viennent à Darwin, ils viennent parce que c'est un lieu engagé. Certains ont même peur de venir à Darwin parce qu'ils ont peur que ce soit trop engagé et qu'ils ne soient pas capables de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire dans un lieu plus traditionnel. Et c'est à nous, par contre, de leur montrer que voilà, c'est tout à fait possible, ça va bien se passer, et en plus, ce sera génial, ils passeront un beau moment. Effectivement, le lieu sera sympa et on n'aura pas plus chaud qu'ailleurs, même si on n'a pas la clim. Voilà. Et est-ce que tu as déjà refusé un projet client parce que justement, il n'était pas aligné avec les valeurs Plusieurs. On en refuse, ouais. On en refuse, et je fais un peu le barème entre guillemets de ça, et je joue un peu je vais creuser en fait bien souvent. Donc il y a des noms qui sont rédhibitoires et je vais pas les citer ici parce que ça n'a pas de sens. Mais effectivement, il y a des entreprises qu'on refusera d'accueillir, évidemment. Après, on a des entreprises qui sont un peu engagées mais qui ont envie de venir à Darwin et qu'on est ravis d'accueillir parce qu'on se dit qu'un événement qui se fait à Darwin sera un événement peut-être avec moins d'impact que dans un autre lieu. Donc de toute façon, on est content de les accompagner dans cet événement-là. Mais tout va dépendre de ce qu'ils veulent faire. Et on creuse beaucoup. Qui sont les partenaires financiers, ce qu'ils ont fait auparavant, quelle est leur démarche. Enfin voilà, on creuse beaucoup. Notamment quand ils essaient de jouer de la notoriété de Darwin. Quand ils veulent faire un pop-up store, quand ils veulent faire un showroom, quand ils ont envie de capitaliser sur notre clientèle. Parce que comme je disais, on a beaucoup d'usagers qui viennent les week-ends, la semaine, etc. Et quand on fait une porte ouverte à Darwin, on vient aussi à Darwin parce qu'on a envie de toucher les gens qui passent, qui sont de passage, ce qu'on appelle les Darwiniens, donc les gens qui viennent au quotidien. Et là-dessus, on est obligé de s'impliquer pour être sûr que les entreprises qui viennent sont des entreprises qui vont au bout de ce qu'ils disent, de leurs paroles et de leurs objectifs. Bon, aujourd'hui, on est dans un monde où on mesure les choses. Est-ce que vous pensez pertinent que les impacts positifs doivent être mesurés? Et si c'est le cas, comment on fait? Claire Schwartz. Alors, comme je suis regardée de ce côté-là, je vais dire oui, il faut des indicateurs. Je plaisante. Mais quand même, puisque j'ai eu une discussion avec Élise, je vais quand même dire ce qu'elle me disait parce que j'accepte de me remettre en cause. Et effectivement, quand on démarre, il faut bien des indicateurs pour savoir par quel bout prendre et puis se dire où on était l'année dernière et qu'est-ce qu'on vise pour cette année. Donc oui, il faut des indicateurs quand on démarre. Et en même temps, à Régène Ronqueux, on s'est aperçu que finalement, les indicateurs, nous, on était très, très volontaires en fait, dans la démarche. Donc, on n'avait pas besoin d'indicateurs pour nous driver dans un premier temps. Ce qu'on voulait, c'était
penser autrement, penser impact. Je vous disais, qu'est-ce qui manquerait si on n'était pas là? Quels impacts on veut que notre présence ici ait sur l'écosystème? Et en fait, on se rend compte que parfois, quand on a des indicateurs à suivre, on va s'enfermer dans cet indicateur et ne prendre le sujet que par un petit bout de la lorgnette. Et donc, moi, j'ai plutôt invité l'équipe à, pour l'instant, ne plus penser indicateur, mais d'abord, quels impacts on veut avoir. Ensuite, par rapport à ces impacts, quelles sont toutes les actions qu'on pourrait mettre en place? On y va, on met en place les actions et ensuite on mesure l'impact concret, on saura tirer des chiffres de ces actions-là. Mais pas commencer par les indicateurs parce que sinon, ça risque de nous restreindre dans nos actions. Donc pour moi, si on veut être dans une démarche vraiment sincère, c'est commencer par quel impact positif on veut avoir sur notre écosystème. Luna, tu veux compléter? Oui, je voulais réagir parce que je suis assez d'accord. Moi, alors comme je vous disais, moi je viens plutôt du tissu associatif et au départ, plutôt une femme d'action. On y va, on lance des initiatives, on fonce tête baissée. Et puis moi, j'ai beaucoup de consultants chez OnePoint. Donc ils sont arrivés un jour en me disant, Luna, ça serait quand même bien qu'on fasse qu'on mette en place des indicateurs. Je dis, mais pourquoi des indicateurs? Voilà, on est dans l'action, on interroge régulièrement les collègues, on mène des enquêtes pour justement ne pas partir sur des a priori et de se dire, qu'est-ce qui préoccupe vraiment nos collaboratrices et nos collaborateurs? J'avais vraiment le sentiment qu'en tout cas, c'était pas forcément hyper nécessaire. Mais en réalité, ça l'est quand même un petit peu pour exactement voir comment on évolue et comment on avance. Mais parfois, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on peut pas. Qu'est-ce que tu mesures du coup aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qu'on mesure, déjà, la proportion d'hommes et de femmes, un truc assez classique. On a des indicateurs qui existent. Je pense à l'index égalité professionnelle femmes-hommes. Je pense aussi au taux de personnes en situation de handicap dans tes effectifs. Mais pas que. Par exemple, on voulait mesurer le nombre d'interventions de nos collègues en externe. Comment elles arrivaient à rayonner ou pas en externe. Essaie de mesurer le taux de tes collaboratrices, le taux de participation par exemple à des conférences. Là, on s'est dit, peut-être qu'il faut faire un questionnaire pour aller les interroger. Mais on s'est dit, encore un questionnaire. Donc, je pense qu'il faut accepter le fait que parfois, ce n'est pas mesurable et c'est pas grave. Je pense que ce qui compte, c'est la conviction. Ce qui compte, c'est l'action. Ce qui compte, c'est la volonté, la détermination. Et qu'à un moment, forcément, ça se ressent dans la confiance que nos collègues peuvent avoir envers les équipes, envers l'entreprise. Le fait de libérer aussi la parole. Il y a des sujets, il n'y a encore pas si longtemps, une jeune stagiaire qui vient pendant quelques mois, elle n'ira pas expliquer qu'elle a été victime de propos ou de comportements qui peuvent être inappropriés. Quand tu crées le rapport de confiance, alors c'est le risque, parce qu'on n'aime pas aussi de se dire, finalement, notre taux d'interpellation, en tout cas sur ces sujets, augmente, c'est pas grave. En fait, ça veut dire que les gens se sentent suffisamment libres d'en parler. Ça veut pas dire qu'il y en a plus, et parfois ça peut inquiéter. Alors que s'il y a le plus de signalements, en fait, c'est plutôt un bon signe. Et ça veut pas dire que la situation est dramatique. Ça veut dire que les gens ont le sentiment d'être dans un environnement où ils ont la possibilité de libérer la parole et de parler de choses qu'ils trouvent inappropriées. Et très souvent, il n'y a pas besoin de sanctions. On va plutôt faire de la pédagogie, expliquer que la blague sexiste ou la blague homophobe, en réunion, elle n'a pas sa place. Même si c'est une blague, on ne peut pas rire de tout, en fait. Et donc, ça permet ça aussi. Et ça, pour moi, c'est un bon indicateur. Merci. Je vois le temps qui file, donc j'essaye de continuer sur les différentes questions. Je vais être sûre de toutes les balayer. J'aimerais connaître vos défis. C'est quoi les défis à venir? Claire Cibois, est-ce que tu en as 2-3 à nous partager? Alors oui, il y en a plein. Il y en a beaucoup. J'en parlais rapidement hier, mais on a un défi, c'est que donc on est complètement indépendant puisqu'on est un des seuls tiers-lieux privés. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'on accueille du grand public de façon complètement libre, gratuit, très inclusif, pour le plus grand nombre. On fait du bio au prix du conventionnel. On a un café qui est à 1,50 €, une baguette qui est à 1,10 €, une pizza à 15 €, sur de la bio. C'est quand même un sacré challenge. On fait des événements qui sont très inclusifs. On accueille toute personne, quel que soit l'âge, la religion, le genre, l'identité, les convictions. On essaie d'être le plus inclusif possible. On accueille beaucoup
beaucoup d'associations. On fait beaucoup d'événements pour des associations qui ont des messages forts à passer. Et à côté de ça, on n'a quasiment pas de subventions publiques. Donc ça nous permet d'être très indépendants, de pouvoir traiter les sujets que l'on souhaite. Ça permet aussi de ne pas rentrer dans des cases. On parlait tout à l'heure des indicateurs. J'ai pas trop pris la parole là-dessus, mais c'est vrai que les indicateurs, ça nous permet aussi de rentrer dans des cases, de pouvoir justifier de telle ou telle chose. Et Darwin n'est jamais rentré dans les cases et c'est pas l'objectif. Mais c'est vrai que parfois, c'est des choses qui nous manquent. Finalement, on se dit que quand on fait un festival Climax, par exemple, qui est un gros festival et qui était un des premiers festivals engagés depuis 2015, et qu'on n'arrive toujours pas à être bénéficiaire de ce festival-là, parce que on compense par d'autres choses, évidemment, et on est ravis de le faire et on veut le maintenir. Mais c'est vrai que voilà, ça, c'est un des freins qui est important, parce qu'in fine, il faut qu'on puisse être rentable. Et donc voilà. Alors après, on s'adapte, on manie l'art de l'adaptabilité. Hein. Notre slogan, c'est Able to Adapt. Ça marche pour tout le monde et ça marche pour le lieu aussi. Mais voilà, ça fait partie des freins, effectivement. Un des deuxièmes, c'est aussi la pression urbaine. Je disais tout à l'heure que le permis de démolition était posé sur le site et qu'on a sauvé in extremis cette bâtisse qui est magnifique. Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment de la pierre de taille bordelaise. Ça aurait été un gâchis, finalement, de détruire ce lieu pour créer ce qu'on appelle des écoquartiers, donc créer de la nouvelle matière, traiter les gravats, etc. Enfin, c'est un non-sens écologique. Mais mine de rien, on vient un peu chambouler les plans urbains qui étaient prévus. Et donc, faut résister régulièrement, même si finalement l'achat du foncier a permis à Darwin d'être indépendant et de pouvoir pérenniser ce projet. Il y a toujours de temps en temps des petites choses. Donc on perd un peu d'énergie là-dessus parce que finalement on est tous mobilisés pour ces sujets-là, où il faut aller défendre des choses à gauche, à droite. Voilà, donc ça fait partie des freins, je dirais, principaux que l'on peut avoir, en tout cas de notre côté, à partir du moment où on a des initiatives privées pour du public. C'est jusqu'à quel point on arrive à les porter, à aller au bout de nos projets, de nos actions, quand tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, je pense que la volonté, elle est toute. Enfin, tout le monde a cette volonté, tout le monde est conscient des sujets et des enjeux. Maintenant, il faut aller au bout de ces convictions-là et laisser un peu la liberté à ceux qui ont envie de les porter de pouvoir aller au bout, quoi. Si vous avez un message à passer aux acteurs de l'événementiel, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Vous passez tous un par un, donc qui veut commencer ? Alors, je suis comme ça, je finis. Du coup, moi, le message, j'ai envie de porter un message un peu d'espoir. C'est vraiment d'aller au bout, en fait, de pas hésiter. J'entends là depuis quelques jours, depuis 2 jours là, les différentes tables rondes et autres, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait changer ce qui existe déjà, etc. Je pense que c'est important finalement de faire presque table rase de ce qu'on a aujourd'hui et de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire autrement. Transformer ce qu'on a et pas se dire comment on va adapter ce qui existe, mais peut-être de faire complètement différemment. Et c'est pas si compliqué. Parfois, il suffit juste de retirer de changer les choses, de voir les choses sous un autre angle. Et c'est pas si compliqué. Finalement, on fait des économies financières parce qu'on utilise moins de choses, pas de kakémono, pas de moquette, on repensait vraiment l'événementiel un peu différemment. Et c'est pas si compliqué. Je pense que tout le monde est de toute façon dans cette transition-là. Je veux dire, personne n'a le choix aujourd'hui. On en a besoin et on sait où on va, donc on n'a pas le choix. Donc c'est pas si difficile et je pense qu'on peut aller encore plus loin en fait. Faut pas se freiner là-dessus, parce que plus on ira loin, plus on ira vite et mieux ce sera pour tout le monde en fait finalement. Bertrand ? Alors, je reprends les 2 questions. C'est ça ? Plus le message que tu veux passer, parce que je suis un peu limite là. On est un peu limite alors. Bon, je vais répondre à la première question. Non, je plaisante. Non, le message que je voudrais passer, c'est que je pense qu'on a un vrai rôle en fait à être convaincant et à être motivant auprès de nos clients, parce qu'effectivement, on organise des événements, on a un impact nous dans notre métier, mais simplement les événements qu'on organise sont des lieux souvent et des moments de prise de conscience de chacun de certaines réponses à des enjeux climatiques ou sociétaux. Donc voilà, donc je pense qu'il faut qu'on soit motivé et qu'on soit motivant. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de François Jemême, qui est prof à HEC, qui est un des co-auteurs des rapports du GIEC. Il dit quand vous faites un événement, en fait, il faut que les gens en aient pour leur bilan carbone. Et j'adore ce truc-là. Je trouve qu'il a raison. Il faut que nos clients en aient pour leur bilan carbone. S'ils prennent l'avion, il faut que la dépense carbone ait une utilité. Voilà, donc il faut qu'on soit utile d'un point de vue carbone.
Petit message. Je vais rester encore sur l'aspect plutôt humain. Je pense que l'événementiel, ça doit rester un lieu où on se rencontre, où on partage, qui crée des ponts, des passerelles. Aujourd'hui, on vit chacun de notre côté, les citadins, les banlieusards, ceux qui vivent à la campagne. Et l'événementiel, c'est un endroit où on peut rencontrer des gens différents, des gens qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer dans notre vie ou dans notre parcours. Et je pense que ça doit rester ça, ce pont, cette passerelle, cette convergence qui fait que dans un festival ou dans un gros événement, vous rencontrez des gens que vous n'avez pas l'occasion de voir. Et puis ça ouvre vos chakras. Ça vous permet de vous dire que peut-être que la vérité est ailleurs, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais ce que je veux dire, c'est que ça crée vraiment ce dynamisme et le fait de mélanger les gens, le fait de pouvoir se rencontrer autour d'un événement, autour de quelque chose qui nous ressemble. Et j'espère que ça va pouvoir continuer comme ça. Claire ? Alors, moi, je voudrais dire que deux choses. Premièrement, qu'il ne faut pas sous-estimer à quel point le lieu et les choix de l'événement peuvent servir ou desservir le message. Et même tous les messages de l'entreprise. C'est-à-dire, ce n'est pas que les messages qui vont être passés pendant l'événement, mais tout ce qu'on raconte. Si une entreprise a plein de beaux discours, mais qu'à l'événement, en fait, il n'y a rien qu'on ressent, tout ce que les équipes RSE, ce que même la direction diffuse comme message peut être anéanti. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est oui, il y a des renoncements qu'il faut faire quand on est engagé, mais ne pas parler de ces renoncements, ne plus parler de termes renoncement. Nous, on le sait dans notre tête de gens engagés, mais l'histoire, il faut la soigner. Le storytelling, il faut le soigner. Il ne faut pas parler de ce qu'il n'y a pas, il faut parler de ce qu'il y a, de ce qu'il y a de nouveau, de ce qu'il y a de bon. Et en fait, inviter les équipes à effectivement repenser les manières de faire pour raconter une nouvelle histoire, une histoire enthousiasmante. Et après, derrière, cette histoire, elle est diffusée avec le cœur. Et on n'est pas en train de s'excuser auprès du client qu'il n'y a pas de moquette et qu'il n'y a pas de viande, mais plutôt de lui proposer une nouvelle expérience de dégustation avec des nouvelles saveurs, une nouvelle manière de faire. Merci beaucoup à tous les quatre. Si moi je vous partage, comme ce que je vous disais en introduction, ce que je retiens, c'est que définitivement le lieu événementiel n'est plus du tout juste un contenant logistique, c'est un véritable acteur à part entière de l'événement. Donc il doit avoir une vision, il doit être incarné, il doit pouvoir renforcer le message comme tu le disais, crédibiliser la démarche de l'organisateur. Et c'est en portant cette vision que les lieux événementiels seront tous différenciants et singulier, et c'est en ayant cette vision-là aussi qu'on pourra imaginer des moments qui ont du sens et qui laissent une trace. Donc l'histoire est plus belle comme ça. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. Merci à tous pour votre intervention. À très bientôt.